entretien, organisé évidemment par Jacques Provost, qu'on veut remercier pour cette initiative d'inviter Anaïs Barbeau-Lavalette parmi nous. Merci aussi aux employés de la bibliothèque, évidemment, qui rendent cela possible. Et merci aussi à la Coop qui vous informe d'un tirage à la fin d'œuvres d'Anaïs et d'un rabais de 25 % sur son livre Femmes-Forêt. N'est-ce pas? Pour un temps limité, cependant. Donc voilà, c'est avec joie que nous t'accueillons, Anaïs. Je vais le dire d'entrée de jeu, nous nous connaissons, je prévois te tutoyer. Est-ce que ça te convient? Ai-je ton consentement? Ce serait très drôle que tu te mettes à me vouvoyer juste pour maintenant. Oui, je pense que ça serait vraiment étrange. Là. Donc, on va s'en tenir à ce qu'on fait d'habitude. C'est très excitant d'accueillir Anaïs. On ne sait pas trop quel chapeau lui faire porter. Elle est créatrice en général. Je pense qu'on peut dire ça. Elle vient du documentaire. Elle a tourné des longs métrages. Donc, elle fait des films au cinéma. Elle est aussi autrice, tant pour la jeunesse, hein, quand même, avec nos héroïnes, qui, en fait, s'adressent à tout le monde, mais quand même. Et aussi, bien sûr, autrice de Femmes-Forêt et de La femme qui fuit, publiée non pas dans cet ordre, mais dans l'ordre inverse. Et donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous proposer et de te proposer à toi aussi, c'est vraiment un parcours à travers, en fait, un parcours de ton engagement, peut-être une histoire peut-être de ton engagement, parce qu'il est là, il teinte toutes tes œuvres, il teinte tes actions dans le réel. Et donc, j'avais peut-être envie de remonter aux sources de ton engagement. J'ai regardé un documentaire qui est d'ailleurs accessible à tous, que Cinémania a commandé, je pense, hein, pour te rendre hommage, et dans lequel on voit des images de ton tout premier film que tu as tourné dans un bidonville au Honduras avec ce projet magnifique et très magique et terriblement toi de faire jouer à une troupe d'enfants qui vivent dans un bidonville une version du Petit Prince théâtralisée donc et adaptée à leur réalité. Et après ça, on constate que tu t'engages beaucoup artistiquement auprès des communautés marginalisées ou défavorisées. Bien sûr, on connaît ton engagement pour la Palestine, celui pour ceux qui vivent à Hochelaga Maisonneuve. Tu parcours le Québec aussi hein, avec le Wapikoni Mobile. Donc, tu vas dans les communautés autochtones. Et j'avais envie de te demander ce qui intéresse Anaïs, qui est née à Outremont et qui grandit dans une famille, tu sais, humaniste et dans un certain confort. Là. Qu'est-ce qui t'intéresse chez les marginaux? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu si important dans ton œuvre d'être en contact avec eux? C'est une bonne question parce que c'est effectivement ce qui teinte mon parcours. On dirait que j'ai comme le goût de prendre ça dans mes mains. Voilà. Il y a comme plusieurs façons, j'ai l'impression, de répondre à la question parce que, pour vrai, j'y ai beaucoup pensé. La réponse peut-être la plus personnelle, d'abord, je l'ai abordée d'une façon détournée dans La femme qui fuit. Donc, pour ceux qui l'ont lu, ça raconte l'abandon de ma mère. T'sais, sa mère est partie, puis bon, ma mère était petite, puis c'est un peu reconstruite toute seule, grâce à l'amour des deux tantes qui l'ont recueillie, en fait. Puis, en faisant ces recherches sur La femme qui fuit, je me suis rendu compte que cette grand-mère-là, que je n'avais pas connue, était partie en laissant ses deux enfants militer auprès des Afro-Américains à la fin des années 60. Donc, était engagée dans une lutte qui, a priori, lui ressemble pas ou lui appartient pas. En tout cas, elle est en blanche, puis d'un milieu différent des protagonistes de cette lutte-là. Après ça, j'ai regardé ce que ma mère a fait en vieillissant. Elle a elle-même initié le Wapikoni Mobile, donc cette roulotte qui s'en va dans les communautés autochtones puis qui les accompagne dans le processus créatif d'un film. Puis moi, jeune adolescente, j'ai voyagé donc effectivement au Honduras où je me suis installée. J'ai travaillé avec les jeunes des bidonvilles. Puis après, je suis carrément allée habiter en territoire palestinien. J'ai appris la langue. On pourra peut-être y revenir, mais c'est juste récemment, en écrivant ça, que je me suis rendu compte qu'il y avait comme un ricochet dans mon histoire au féminin, dans le sens où et ma grand-mère et ma mère et moi, finalement, avons été attirés ou intéressés par la marge, par les plus écorchés ou peut-être les fragilisés de nos époques respectives.
Je pense pas que c'est une explication, mais c'est certainement une façon d'observer l'histoire d'un peu plus haut, en se disant on est fabriqué aussi de ceux qui nous ont précédés. Moi, je pense que c'est pas pour rien que ma mère s'est intéressée aux marginaux. Je pense qu'elle a employé sa vie à essayer de réparer des histoires cassées. Puis je pense que je suis un peu à la suite d'elle, intéressée par ces mêmes histoires cassées-là. C'est ça qui m'a conduite, je pense, inconsciemment, évidemment, vers Hochelaga Maisonneuve, par la suite en Palestine. Il y a toujours cette espèce de désir, quelque part, pas forcément articulé intellectuellement, mais de m'intéresser à peut-être à devenir le porte-voix ou la porte-image de ceux qui n'ont pas la même chance que moi, enfin. Fait que par le pouvoir des mots, par le pouvoir des images, je peux peut-être être celle qui parlera ou qui criera pour eux, tu sais. Oui, puis cet intérêt pour la marge socio-économique, souvent, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la quantité d'enfants et d'adolescents aussi qui sont dans ton œuvre? Ou là, on dirait que tu t'intéresses aussi à des âges plus fragiles. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Parce que peut-être que vous avez vu la déesse des mouches à feu qui dépeint une adolescence aussi, tu sais, comme une vraie adolescence, là, rock'n'roll et tout ça, et magique à la fois. Peut-être que vous avez vu la série Je voudrais qu'on m'efface, qui est inspirée du roman d'Anaïs également, où on dépeint une enfance fragile dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, est-ce que ça, tu fais un parallèle entre les deux? C'est drôle parce que mon attrait pour l'enfance et l'adolescence, là, c'est pas parce que c'est les plus fragiles, c'est au contraire parce que je trouve que c'est il m'évoque une grande, grande force, en fait. J'ai toujours été surprise, mettons, quand je travaillais plus dans Hochelaga Maisonneuve, puis que je débarquais dans une maison où tout s'écroulait, là, littéralement, là. Au niveau des odeurs, au niveau, tu sais, c'était comme des salons enfumés, puis des parents vraiment pas outillés. Puis là, tout à coup, une porte s'ouvrait sur un enfant de 6-7 ans, qui passait comme un boulet de canon ultra vivant. Je me dis, mais où puise-t-il cette force de vie? Tu sais, ça m'a toujours comme complètement ébloui, en fait, cette capacité de pogner la vie par le collet puis de dire, ah ouais, tu t'en vas par là, ben check-moi bien, je vais aller de l'autre bord. Puis je trouve que, pareil avec les ados, tu sais, quand on a travaillé sur la déesse des mouches à feu, puis encore là, je pourrais en parler tellement longtemps. J'ai tellement aimé réaliser ce film-là, j'ai tellement aimé travailler avec la gang d'acteurs. On a été très, 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 très proches dans le processus créatif. Puis je pense que le côté, justement, no bullshit, j'aime ça, aller dans cette franchise-là. On va se parler pour vrai. On n'aura pas besoin d'être dans la diplomatie qui, des fois, incombe au monde des adultes. On va pouvoir, tu sais, être... c'est ça. Il y a quelque chose là-dedans qui, moi, ce non-détour-là, c'est-à-dire les choses pour vrai, des fois plus brutalement peut-être, mais au moins être dans une espèce de vérité un peu trop rare, je trouve, quand on embarque dans les méandres adultes. Ça fait du bien. Créativement, en tout cas, c'est très, très vivant puis très inspirant. Tu sais. C'est intéressant que tu nous amènes là sur ton processus créatif et les méandres de la vie adulte parce que, justement, tu viens de... En fait, je repensais à ton film « Inch'Allah » où... ta protagoniste pose une question extrêmement intéressante et qui rejoint ce dont on est en train de discuter. Aujourd'hui, la gauche se déchire à savoir qui a le droit de prendre la parole au sujet de qui. Est-ce que tu as le droit, si tu es blanche, de parler de la communauté afro-américaine? Qu'est-ce que tu as le droit de dire si tu es une femme, si tu es un homme? Et moi, j'ai l'impression que, justement, il y a quelque chose qui, toi, te donne... Alors, est-ce que c'est le processus créatif? Est-ce que c'est parce que tu viens du documentaire? J'aimerais t'entendre là-dessus, dans ce monde où il semble être de plus en plus difficile de parler des autres. Comment tu oses prendre la parole pour parler des autres? Quels sont tes outils, tes stratégies? Bien, en fait, tu sais, là, le débat est rendu, j'allais dire loin, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi beaucoup de surplace, là. Oui. Mais c'est un débat quand même intéressant, puis je n'irai pas tant en profondeur. Je vais plutôt parler de ma trajectoire personnelle à travers tout ça. C'est-à-dire que ce qui fait que je me donne la permission, ce qui fait que je me donne, mettons, que je me suis donné la permission de parler d'un quartier comme Hochelaga Maisonneuve, moi étant née dans un quartier favorisé, tu sais, puis d'une bonne famille, tu sais.
Puis de la même façon, j'ai raconté les Palestiniens, les Israéliens, alors que c'est clairement pas ma guerre. Puis je viens d'adapter l'œuvre de Romain Gary qui s'appelle Chien blanc, qui se passe donc en plein cœur des premières luttes afro-américaines dans les Black Panthers. Puis c'est pas ma guerre non plus. C'est une question que j'évite pas dans chaque œuvre, c'est-à-dire que, comme tu le disais, dans Inch'Allah, la protagoniste est québécoise, c'est une médecin qui va travailler dans les camps de réfugiés, puis elle se mêle de cette guerre qui lui appartient pas, jusqu'à devenir elle-même un peu un champ de bataille, puis à participer à la guerre, puis à faire une connerie, à participer à une chaîne de violence. Puis le personnage de l'Israélienne lui dit « Mais c'est pas ta guerre, dégage, c'est tout ce qui nous reste ici, laisse-nous notre guerre. » Puis je trouve que c'est une question vraiment intéressante. Puis dans Chien blanc, je la reprends d'ailleurs. J'ai fait un détour pour revenir à là où moi, je me sens pas illégitime dans ces discours-là. D'abord parce que j'évite pas la question est souvent adressée quand le personnage dit à l'autre, c'est pas ta guerre, alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu embrasses ce conflit-là? Pourquoi il te lacère intérieurement comme ça, alors que tu as ton passeport, tu peux sacrer ton camp, tu es confortable? Pourquoi tu choisis cet inconfort-là? Au nom de qui? Au nom de quoi? C'est intéressant. Puis je réponds pas nécessairement, le film ou les livres répondent pas nécessairement à la question, mais je trouve que c'est des questions intéressantes à se poser. Est-ce qu'on a le droit d'être bouleversé, dérangé, égratigné par une situation politique ou sociale à laquelle on peut facilement échapper parce que c'est pas la nôtre, t'sais. Mais est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce que c'est vrai que c'est pas notre guerre? T'sais? Alors, c'est ça. Dans le processus créatif, avant de me permettre de parler d'Hochelaga ou du territoire palestinien ou de cette période aux États-Unis, j'ai besoin de connaître le sujet, pas juste intellectuellement, mais physiquement. Il faut que j'aille rencontrer les quartiers desquels je parle. Il faut que je les éprouve dans mon corps. Il faut que je les sente. Il faut que je les entende. Il faut que je parle avec les gens qui les composent. Parce que c'est là, sinon, puis que je me sentirais peut-être un imposteur, que je deviendrais un porte-voix préfabriqué qui n'aurait pas vraiment rencontré la matière dont je parle. Puis là, je ne serais pas confortable. Puis pour répondre à ta question, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas légitime ou qu'on peut ou que ça peut ne pas être notre conflit si on le touche, si on le rencontre? Justement, je me rappelle vivre dans les camps de réfugiés, aller rencontrer les mamans de bombes humaines en Palestine, rentrer dans des maisons, puis ces femmes-là, à la fois éplorées et fière, je le dis parce que je trouve que c'est un sentiment complexe et intéressant quand même, malgré le caractère monstrueux de l'acte que ces femmes-là venaient de perdre, souvent des filles qui s'étaient fait kamikazes. Puis, je veux dire, je ne pouvais pas ressortir de ces maisons-là sans être complètement à terre. Je veux dire, c'est des mères qui me pleurent dans les bras, leurs photos de leur fille de 17 ans accrochée au mur. Non, c'est pas moi qui a perdu ma fille. Non, c'est pas moi la fille qui a le goût d'aller lutter de cette façon-là. Mais je peux pas dire que je ressors de là indemne. Puis oui, tranquillement, ce conflit-là fait partie de mon ADN, même si je suis pas née là, même si j'ai la chance de pouvoir partir. Le fait de l'avoir rencontré, ce territoire-là va toujours habiter en moi d'une façon particulière, sans que je devienne victime. Ça ne fait pas de moi une victime, mais ça fait certainement moi une porte-parole potentielle, parce que c'est senti. Je le porte d'une certaine façon. Mais une humaine parmi les humains, parce que les divisions entre ces gens créent ces conflits. Il y a quelque chose là dans l'art qui nous permet d'aller toucher à l'autre, de reconnaître l'humain derrière l'ennemi, derrière son identité. Puis c'est là que j'aurais envie de t'amener sur le territoire de la fiction. Ces passages que tu fais dans ton... Parce que cette démarche dont tu parles, elle est très documentaire. Tu sais, je vais rencontrer la fille je vais serrer cette mère dans mes bras, je vais me documenter sur le sujet. Quand est-ce que le besoin de fiction s'impose? Est-ce qu'il s'impose à toi? Peux-tu me parler de cette
de ce passage entre ce documentaire et le besoin d'écrire, d'embellir, parce que des fois, il y a cette idée toujours c'est très lumineux, tes œuvres, même si elles sont extrêmement noires, hein, très nombreuses à porter sur des thèmes très sombres. Quand est-ce que ça s'impose à toi? La fiction? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est le dernier écho d'un même sujet, tu sais. Mais ça, c'est ma façon d'aborder ça, c'est-à-dire que souvent, pour chacun des territoires ou des sujets que je vais rencontrer puis que je vais avoir envie de raconter, je vais d'abord le filmer en documentaire. Ça va être mon premier élan. Ça va être de filmer les gens qui l'habitent, ceux qui peuvent en parler, qui sont là, de les accompagner dans le réel, en fait, qui est souvent pour moi le regard le plus pertinent, juste et puissant. Je vénère le documentaire parce que je vénère le vivant et le réel. J'adore le réel. Je trouve ça extraordinaire. Puis je trouve qu'on est souvent trop peu attentif à ce qu'il nous raconte, tu sais. Puis je trouve que déguiser le regard documentaire, ça fait que tu aiguises ton regard de citoyen ou de femme ou d'homme ou de mère ou d'amoureuse. C'est-à-dire que c'est comme si tout à coup, tu deviens beaucoup plus vigilant au vivant. Puis je pense que c'est une belle façon de traverser la vie. Le documentaire fait ça, tu sais. Fait que le premier élan vers un sujet, c'est souvent cette caméra-là qui demande juste d'être attentif à ce qui se passe autour de toi, puis à la parole des humains qui composent ce qui se passe autour de toi. Puis après, parce qu'il reste toujours une couche ou plusieurs couches, c'est multicouche, là, un sujet ou un territoire, parce que souvent, je pars d'un territoire pour raconter des histoires, tu sais. Après, souvent, je vais l'écrire, je vais en faire un livre, en fait. C'est comme le deuxième souffle naturel. Qu'est-ce qui me reste à raconter? Quelle voix j'ai pas relayée dans le documentaire? Des fois, il y a comme 10 personnes qui m'ont dit 10 choses différentes, mais je trouve que ramasser en un seul personnage, ça ferait vraiment quelque chose de très fort. Puis, si j'ai encore l'impression que j'ai des choses à raconter, ça va être une fiction, parce que la fiction, ça magnifie, j'ai l'impression. Puis que c'est là que peut-être, en littérature aussi, on peut ajouter cette espèce de dose d'espoir nécessaire, parce qu'effectivement, dans les sujets sombres, moi, je vois de la lumière, je la tire pas, je la vois, je l'aperçois, je sais qu'elle est là. Des fois, en documentaire, elle n'est pas nécessairement facile à percevoir, mais je trouve que quand on contrôle par où passe la lumière, c'est plus facile de la faire jaillir, là. Fait qu'en littérature puis en fiction, là, c'est plus facile, tu sais. Même si je parle de quelque chose de très tough, je sais que je vais finir avec une pointe d'espoir puis dire... Puis souvent, l'enfance fait ça, de mettre en scène des enfants ou des ados. Tu te dis, ils sont pas à la fin de leur vie, tu sais. Ils sont pas mal au début. Fait que c'est sûr qu'il y a une suite à écrire. Puis souvent, dans la finale, je vais suggérer que la suite à écrire, elle s'en va plus vers la lumière que vers l'ombre, là, tu sais. Oui, intéressant. Et c'est ce qui te conduit... Alors, j'aimerais qu'on arrive à la femme qui fuit, peut-être justement en parlant de cette... Parce que ça, c'est un bon exemple d'œuvre qui finit sur... Il y a une continuité, elle est là, la lumière est là, certainement. Je voulais te demander, parce que cette écriture-là, elle est arrivée un peu par accident. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu as écrit La femme qui fuit, peut-être, pour commencer? Et après, je voulais te demander si c'est écrire cette histoire, si c'est raconter ça qui t'a permis de devenir aussi solide, parce que tu es une figure d'inspiration pour, je pense, beaucoup de jeunes filles. Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'être si solide comme mère et créatrice? Donc, est-ce que c'est passé par cette histoire? Mais j'aimerais que tu me racontes la genèse de La femme qui fuit, parce que c'est très beau. Oh, c'est toute une genèse, oui. On peut dire ça. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça va prendre 1000 ans. Je vais essayer de faire ça court. En fait, c'est ça. J'avais écrit « Je voudrais qu'on m'efface », qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve. Mais mon métier principal restait, c'est beau que je le dise au passé parce que c'est tout récent, le petit switch, le cinéma. Donc, maintenant, je considère que je suis autant cinéaste qu'autrice, mais c'est arrivé comme récemment dans mon histoire professionnelle. Puis je pense que c'est effectivement La femme qui fuit qui m'a donné cette permission-là. J'étais très active et très, très enceinte de ma troisième enfant, de ma première fille. Donc, j'ai 2 garçons, une fille.
Puis, pour l'anecdote rapide, mais je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais mon deuxième enfant est né très vite sur le bord d'une autoroute, sur un parking. Fait qu'on m'avait dit pour la troisième, reste tranquille parce qu'elle viendra aussi vite. Fait qu'en gros, ça voulait dire bouge pas. Puis moi, j'ai de la misère à pas bouger. J'ai dû comme un peu arrêter de faire des films pour un moment, le temps de la grossesse. Puis j'étais donc dans mon divan avec cette fille en devenir. Puis c'est là où je me suis dit, je pense que je vais y aller, je vais m'atteler à mon histoire personnelle, cette histoire de m'aligner au féminin, cette grand-mère que je connaissais jusqu'alors simplement comme un fantôme, comme la femme qui est partie. Mais je savais absolument rien d'autre que d'elle, tu sais. C'était pas un tabou chez nous, mais tu sais, on n'avait jamais comme étayé sur son départ, sur les raisons de son départ, sur qui elle était vraiment. C'était plus chargé de colère que d'autres choses, tu sais. Donc, pendant les 9 mois de grossesse, j'ai poursuivi Celle qui fuit. J'ai engagé une détective privée pour m'aider à retracer Suzanne Meloche. Tu sais, à l'époque, on tapait son nom, il n'y avait absolument aucune entrée sur Internet. Là. C'était zéro nada. Là. Elle avait juste disparu. Puis cette détective m'a aidée. En fait, elle était habituée à aller enquêter sur les meurtriers en série, donc ceux qui sont vraiment habitués de laisser aucune trace. Fait que elle m'a vraiment aidée. Pourtant, c'était pas une femme anonyme. Je veux dire, elle a quand même été signataire du refus global, il faut le faire. Suzanne, oui. Ben, en fait, elle l'a pas signé. Ah oui, c'est vrai, non, elle l'a pas signé, mais tu sais, elle était là. Fait que quand même, c'était pas... Elle était là, non, c'est ça. Non, puis elle a... En fait, c'est effectivement fascinant d'avoir été présente dans des groupes qui ont quand même marqué l'histoire. Et à un moment si important de notre histoire, mais d'être complètement absente de l'histoire écrite. C'était son cas, jusqu'à La femme qui fuit. Mais je ne l'ai pas fait dans le désir de la faire ressusciter. C'était vraiment, au départ, plus intéressée à, m'intéresser à quelle humaine elle était en dehors d'être un fantôme, parce que c'était très réducteur de dire elle qu'une absente. Puis, enfin, elle est décédée, Suzanne, un peu avant que je me mette à écrire. On a été invités à vider son petit appartement. C'est comme ça que le roman commence, parce que même si je l'avais rencontrée juste une petite fois, c'est dans le roman, puis qu'elle refusait de nous parler, même à mon frère et à moi, elle nous avait mis comme unique... comment on dit ça? Enfin, on était ouais, c'est ça. On devait aller vider son appartement, en fait. Donc, je me sentais vraiment comme une archéologue à la recherche de tous les indices que je pouvais trouver là. Puis c'est comme ça que je me suis rendu compte, en fouillant dans ce petit appartement, dans ces petites boîtes, dans ces photos, c'était assez émouvant, en fait, là, très, très émouvant, qu'elle était beaucoup plus vaste, évidemment, que j'avais pu l'imaginer. Puis ça a été le début de cet intérêt-là et de cette enquête-là, en fait, qui ont conduit à l'écriture de la femme qui fuit. Et donc, ce livre raconte aussi, par contraste, le rapport à la famille, parce que pour toi, le rapport à la famille est très, très fort. Tu n'es pas une femme, une mère qui fuit, etc. Et c'est pour ça que je me demandais si d'avoir sorti ça de toi, d'avoir mis au clair un peu cette partie obscure de votre histoire. Est-ce que c'est ça qui te permet aujourd'hui de concilier ces deux rôles extrêmement prenants, mais très similaires d'une certaine façon aussi, qui est celui de la mère et de la créatrice? Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est très contemporain comme quête, c'est-à-dire qu'on est en train de devoir réimaginer comment on s'inscrit dans une société où est-ce que les femmes travaillent, s'accomplissent, puis en même temps cultivent des liens affectifs, puis bâtissent une famille. Comment ça s'invente à deux, tu sais. Puis le livre termine comme ça, tu sais. Quel est mon héritage? Quand on me demande c'est quoi ton héritage de Suzanne Meloche, de La femme qui fuit, bien, je pense que ça réside dans cette dernière phrase-là où je dis « Je suis libre ensemble, moi ». Je suis libre ensemble, ça veut dire quoi? Je pense que c'est comme la quête des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Tu sais, comment on fait pour être complètement accompli individuellement, d'aller au bout de ces... Moi, j'ai un besoin de liberté intrinsèque. Tu sais, si je sens qu'elle est contrainte, cette liberté-là, je capote. Genre, c'est pas une possibilité. En même temps, j'ai besoin
j'ai un besoin aussi grand de prendre soin de ceux que j'aime, de mes enfants, de ceux que j'ai semés, de mes amis, de ces amours-là. Donc, comment c'est conciliable, ça? Comment comme aller au bout de ma définition personnelle de ce qui est ma liberté, mes rêves à moi, puis en même temps de prendre soin de ce que je sème. Puis je pense que ça se fait, je pense que ça s'invente, je pense que c'est pas facile, mais effectivement, ça aurait été l'écriture puis la rencontre de cette femme-là qui, elle, aura dû faire le deuil de ses liens affectifs pour s'accomplir personnellement. Puis je pense qu'elle a choisi la liberté, mais qu'elle n'a pas trouvé le bonheur. Donc, ma quête actuelle à moi, c'est de réussir à concilier donc, ces deux pôles-là. Puis je pense que ça se fait. Oui, comment ça se fait en confinement? Si on passe à Femme Forêt. Je suis libre ensemble. Femme Forêt raconte ton confinement, le premier confinement où tu as vécu en famille et en 2 familles en plus, dans une seule et même maison pendant les 2 mois et quelques là, que ça a duré, cet enfermement collectif qu'on a vécu. Est-ce que tu te sentais libre ensemble, toi, ou est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir captive dans cette maison-là? En fait, c'était presque 8 mois. Ouais, c'était long. Non, je me suis clairement sentie captive, comme plusieurs personnes, je pense même en dehors de cette circonstance-là. Mais, tu sais, on ancre Femme Forêt dans l'actualité du confinement, mais c'est comme si, effectivement, pour moi, ça dépasse vraiment cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur le libre ensemble. Comment on fait encore là pour être une femme, une mère aujourd'hui, puis je pense que ça s'applique aux hommes aussi, puis de cultiver son désir de liberté puis son désir d'enracinement. C'est vraiment, tu sais, on est ancré en nature, c'est un regard sur le territoire qui nous entoure. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'étais complètement analphabète de la nature en débarquant pendant plusieurs mois dans cette maison de campagne-là. Je connaissais aucun nom des arbres, aucun nom de fleurs, aucun nom des bêtes qui habitaient avec nous dans la maison parce que c'est une maison assez poreuse, là. C'est une vieille maison. Puis j'ai appris ça grâce aux enfants. En fait, c'est comme si le regard à eux, curieux sur ce qui nous entourait, m'a invité à aiguiser mon regard à moi. Puis ça a comme, tout à coup, je suis devenue beaucoup plus vaste parce que je me disais, mon Dieu, c'est comme si je venais d'apprendre une nouvelle langue, tu sais. Il y a cette espèce de constat-là dans Femme Forêt, mais c'est aussi un constat, une réflexion sur par-dessus quoi on pousse personnellement. C'est quoi être celle qui reste, justement, pas sacrer son camp, cultiver ces racines-là. Je me suis rendu compte en écrivant Femme Forêt que, oui, je venais d'une lignée d'abandonnés du côté maternel, mais aussi du côté paternel. Il y a eu des départs marquants des 2 côtés. Fait que comment on fait pour justement, nous, à désirer rester, en fait? Comment on ravive ce désir de rester? C'est quelque chose que tu illustres. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Femme Forêt, tu l'as écrit en contrepoint à La femme qui fuit? Bien, je pense que c'était pas conscient, mais j'ai effectivement l'impression que c'est comme une suite naturelle, en fait, qui s'est comme imposée d'elle-même. J'aimerais qu'on entre dans ce livre-là. Je voulais te demander aussi, en fait, c'est une question que j'avais même préparée pour La femme qui fuit, où, en fait, on remarque, dans le fond, en suivant ton œuvre, en suivant ton parcours, que dans les 2 livres, en tout cas, tu commences par un intérêt pour l'autre, mais en fait, dans ta carrière, tu commences par un intérêt très vif pour l'autre, pour des gens qui sont très, on l'a dit, très différents de toi. Et dans La femme qui fuit et dans La femme forêt, on a l'impression, là, évidemment, que tu te rapproches de toi comme mère, comme femme, comme citoyenne aussi, bien sûr, et ça, on en reparlera. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est vraiment ce chemin-là? Est-ce que tu as besoin, parce qu'on y trouve aussi beaucoup de portraits, hein? Est-ce que tu as besoin de passer par les autres pour arriver à toi? Est-ce que c'est ce chemin-là qui t'a permis d'écrire ces œuvres-là? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ça prend évidemment plus de courage de parler de soi, en tout cas, ou de se rapprocher de soi dans un récit. J'ai l'impression qu'on on peut pas parler de soi sans parler des autres. Ça a déjà été dit, je sais. Mais c'est comme si de déposer un regard sur ceux
tu sais, dans Femme Forêt, je vais vraiment rencontrer tous les voisins qui habitent sur le rang, tu sais, que je vois depuis que je suis tout petite, là, tu sais, puis auxquels je me suis rendu compte que je m'étais vraiment peu intéressée à eux, en fait. Ils faisaient partie de mon paysage sans que je sois jamais allée cogner à leur porte. Puis autant celui qui, tu sais, qui passe la grosse souffleuse qui va finir dans Femme Forêt avalé par sa machine, en fait, lacéré par son tracteur. Puis ce gars-là, c'est une icône depuis que je suis toute petite pour moi. Tu sais, c'est comme le super-héros du rang. Puis puis là, j'en nomme juste un, mais ils sont multiples. Ils habitent tous sur le même rang. Je les vois depuis que je suis petite. Puis il a fallu que j'ai envie d'écrire Femme Forêt pour que j'aille rencontrer tous ces gens-là qui sont, pour vrai, hallucinants. Tu sais, je parlais de la force du réel tantôt, là, mais tu sais, j'ai pas inventé ces personnages-là. Ils existent. Il suffisait que je m'arrête pour les regarder, pour leur parler, pour qu'ils me révèlent leur histoire. Puis je me dis, mais ils sont tous vraiment plus hauts que n'importe quel personnage de fiction que j'aurais pu inventer tout seul dans mon salon, là. Fait que cette espèce de puissantes émotions que peuvent générer les gens quand tu t'arrêtes pour leur parler, pour t'intéresser à eux. Puis c'est ça, inévitablement, c'est nourrissant parce que ça te renvoie à une part de toi-même. En fait, qu'est-ce qui m'émeut chez cette personne-là? Qu'est-ce que ça fragilise en moi? Qu'est-ce que ça fortifie en moi? On est tous l'écho de ceux avec qui on habite, en fait. Donc, il y a ces portraits magnifiques qu'on lit tout au cours de Femme Forêt qui nous permettent effectivement d'avoir une idée de ce territoire social dans lequel tu t'es retrouvée. Alors, c'est un territoire composé de plusieurs éléments. Il y a aussi le troupeau des enfants, le troupeau vif et indomptable des enfants curieux qui est magnifiquement dépeint dans Femme Forêt également. Oui, c'est à travers eux, hein, justement, que tu te sens obligé. Il faut que tu fasses la classe. Hein, il n'y a plus l'école, on s'en souvient de cette période-là. Et là, à travers eux, tu te sens obligé, mais tu es attiré aussi par ça, de comprendre, d'avoir quelque chose à expliquer. Hein. Tu disais que tu ne connaissais pas si bien le territoire. C'est chose du passé, clairement. C'est révolu. Et j'avais envie parce qu'il y a vraiment quelque chose dans la tonalité, dans la manière dont tu dépeins les enfants qui est très magique. J'avais envie de t'entendre. Tu sais, on a beaucoup parlé du réel, du portrait des gens que tu dresses, de ton intérêt pour les causes du réel. Mais j'aimerais t'entendre sur la place de la magie dans ton œuvre, tu sais, la place de l'imaginaire. Dans ton livre, nos héroïnes aussi, hein, on a des portraits de femmes, mais il y a des choses que tu traficotes derrière. Quel est ce besoin chez toi? Est-ce que tu peux me parler du rôle de la magie dans ton œuvre? C'est drôle parce que j'aime ça que tu dises la magie. Moi, je pense que c'est pas nécessairement de la magie. Je pense qu'encore là, c'est une façon de regarder, tu sais. Je pense que, malheureusement, puis je m'inclus là-dedans, on a souvent un œil qui s'habitue à la vie. Puis je pense que l'enfance, c'est comme la meilleure petite claque pour dire « Hey, réveille, c'est maintenant », tu sais. C'est maintenant, puis j'ai l'impression que des fois, il faut juste comme renouveler le regard qu'on pose sur quelque chose pour que tout à coup, ça devienne magique, tu sais, qu'on déshabitue notre regard, tu sais, qu'on fasse reset, tu sais. T'es habitué de peigner les cheveux de ton kid ou t'es habitué de voir cette vue-là à travers ta fenêtre ou t'es habitué. Puis là, on est en plus dans une saison où est-ce que, comme je me dis, c'est maintenant, là, le reset, juste être attentif à ce qui renaît. Puis ça a l'air comme un peu éso, là. Mais tu sais, pour vrai, si on redonne la puissance du merveilleux à toutes ces affaires-là, là, c'est de là que vient la magie, tu sais. Parce que ça peut être... notre quotidien peut rapidement être accablant ou répétitif, mais le confinement m'a fait allumer là-dessus, tu sais. Puis je le dis à un moment donné dans le roman, puis j'ai failli donner ce titre-là à un certain moment à Femme Forêt. J'ai failli appeler ça les miracles ordinaires, tu sais. Parce que tout à coup, je me dis, si j'arrête de trouver ça banal ou oppressant de faire un lunch ou de démêler les cheveux de mon enfant ou de refaire un ourlet de pantalon ou de... Là, je parle à des gens qui ont pas tous des enfants, évidemment, je suis consciente de ça, mais je pense que ça s'applique à plusieurs autres choses, tu sais, de renouveler cette qualité du geste ou de présence, tu sais, je parlais de vigilance tantôt, mais d'être juste vigilant à ce qui nous entoure. Pas vigilant, genre, hey, c'est rushant, il faut vraiment que comme je sois super attentif à tout ce que je vois. Non, juste se rappeler que... ça va avoir l'air intense, je t'avertis, mais se rappeler que ça passe vite, tu sais. On est chanceux d'être vivant, on est chanceux d'être présent maintenant, puis redonner à ce présent-là toute sa puissance
tu parles de magie, mais pour moi, c'est de là que peut naître peut-être la magie. Puis c'est pas extraordinaire, mais c'est juste être conscient qu'on est de passage et qu'est-ce que je fais avec ce passage-là, ou comment je le regarde, du moins, tu sais. Se rappeler que ça fly. À un moment donné, c'est fini. Fait que comment on en prend soin, tu sais. Pour continuer là-dessus, là, ce nouveau regard, ça a été pour toi aussi un regard un peu plus encyclopédique ou en tout cas plus un décodage de la nature qui t'entourait. Maintenant, tu sais les nommer, les arbres. On voit beaucoup dans Femme forêt là, les lectures que tu as faites. C'est La vie secrète des arbres et tout ça. Si on les a lues aussi, on reconnaît un peu, on voit un nouveau regard, une attention accordée au réel. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu avais l'impression d'apprendre une nouvelle langue, celle donc de la nature, de ce qui nous entoure. Est-ce que j'ai raison que dans ce nouveau rapport que tu as développé à la nature a fait de toi une autre citoyenne? On va s'engager vers ton petit cœur greffé à ta poitrine. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Que par la nature, parce que t'as pas... Là-bas, vous étiez presque en autarcie. Bon, pas tout à fait, mais il y avait les poules, il y a les champignons. Là, tu sais, on peut s'installer dans quelque chose, mais toi, tu reviens vers la cité, non? Oui. Mais j'aime la ville. Je pense que je suis une urbaine autant qu'une rurale, mais c'est vrai que pendant cet exil-là, puis ça n'a même pas été difficile. C'est que je me rends compte qu'on apprend beaucoup de choses par cœur, puis que c'est ça. Même en ville, il y en a des arbres, on passe à côté, puis on ne sait pas leur nom, puis ainsi soit-il. Puis moi, je les ai jamais appris avant tout récemment, puis je m'en portais pas plus mal, mais ce que j'ai réalisé, en les apprenant, donc le nom des arbres, le nom des plantes, le nom des champignons, c'est que quand tu connais, tu fais attention, tu aimes, tu es comme moins porté à t'en foutre. Puis ça a l'air bien banal, mais ce l'est pas, enfin. C'est comme si ça élargissait ton rapport au monde. Tout à coup, cet arbre-là, il devient... il y a une identité, tu sais. C'est plus juste un moton, genre. C'est comme quand on dit la nature. La nature, gros bloc d'affaires, là, qui m'appartient pas. Non, attends, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu sais? Puis là, quand tu commences à fouiller là-dedans, tirer la petite fête, c'est fascinant, là. C'est incroyable, là. Puis ce qui résonne en nous aussi, à quel point c'est... Je me sentais plus vaste, plus riche, là, mais vraiment, là, comme si tout à coup, je venais d'ouvrir... un pays au complet, un pays neuf qui allait juste comme m'étendre. Là. Autant que quand j'ai habité en territoire palestinien, que j'ai appris l'arabe, là, je me disais, OK, là, je viens de rencontrer quelque chose d'extrêmement vaste que je côtoie au quotidien. Puis je pense qu'effectivement, c'est lié à un engagement qui n'est pas juste un engagement de tête, qui n'est pas juste, OK, bon, le rapport du GIEC, il nous reste 3 ans pour faire des changements drastiques, sinon on s'en va tout droit dans le mur. On l'a lu, on milite, on le dit. Je pense que ça devient ultra interrelié puis super porté intérieurement quand justement, tu as pris soin de la rencontrer, ce territoire-là. On parle d'environnement. C'est bizarre là, de dire on va militer pour l'environnement. L'environnement, ça ne nous environne pas. Là. Nous sommes l'environnement, tu comprends? Fait que c'est pas que... C'est pour nous qu'on va se mobiliser, c'est pour nous qu'on va dans la rue, c'est pour les enfants qui nous suivent, qui ont de la misère à imaginer eux-mêmes faire des enfants demain parce qu'on le dit très, très fort que ça va mal. Moi, je pense que les solutions sont à portée de main. T'sais. Si on se soulève, il faut encore avoir le feu de se soulever, il faut encore aller brasser les gouvernements qui pensent qu'ils en font assez, à leurs yeux, ils en font toujours assez. Mais je pense que il va falloir crier plus fort, puis il va falloir se mobiliser plus fort pour dire que c'est pas assez. Leur assez est pas assez. Et quelle place là-dedans a le langage artistique, le geste artistique? Parce qu'au départ, c'est ça. On va parler de ton engagement concret, parce que tu as beaucoup d'engagements concrets, très physiques. Mais le geste artistique dans notre société, le cinéma, est-ce que tu crois aussi en leur valeur, dans l'engagement, dans le faire changer les choses? C'est le langage de la nature que tu parles, là, que Stephen Guilbeault a oublié. Il a déjà parlé, ce langage de la nature, avant d'autoriser Baie du Nord. Est-ce que tu as appris une langue morte, Anaïs? Ou est-ce qu'il y a encore une place pour qu'on apprenne cette langue, qu'on soit plus nombreux à la parler, pour qu'on s'attache, nous aussi, à quelque chose à protéger? Moi, je pense qu'il y a encore une place.
Je pense que personnellement, comme artiste, le geste qui était accessible pour moi en termes de militance, même si Femme Forêt, c'est pas un geste politique, c'est pas un livre politique, mais je pense que ce qui était apporté de moi, c'était justement de valoriser ce territoire-là, puis à travers une histoire, je pense qu'il est le fun à lire en dehors de ce qu'on y apprend. Il y a plein d'éléments à recueillir qui fait qu'on ressort de là, je pense, sans doute plus outillé pour militer. Après ça, je l'ai mis en doute, pour vrai, le pouvoir de l'art dans les luttes actuelles. Puis il a fallu que des militants d'expérience me ramènent en me disant non. Il y a un réel pouvoir. On a besoin d'images, on a besoin de mots, puis pas nécessairement pour faire peur, mais au contraire pour garder le lien, enfin, pour garder le lien avec le vivant, pour se rappeler que ça fait partie de nous, puis que oui, il y a de la désespérance, puis il y a de la peur, mais une des façons d'y répondre, c'est de raconter par des images puis par des mots pourquoi on l'aime, pourquoi on l'aime, je ne veux même plus dire la nature puis l'environnement. Je trouve qu'il faudrait comme renouveler le vocabulaire pour parler de tout ça, mais pourquoi on a besoin de se lever puis de se soulever pour protéger la vie, pour protéger le vivant, tu sais. Ça me semble essentiel même dans la formulation de ce que je viens de dire. Je me dis, c'est nous qu'on protège aussi en se soulevant, tu sais. Donc, je pense encore que les gestes artistiques peuvent avoir leur place, mais je pense qu'ils suffisent clairement pas, là. Je pense que ça va prendre des actions plus concrètes. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui t'a conduit, non, à la fondation de Mère au front. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Nous parler des symboles associés, ce petit cœur vert. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la mission? Quelle est la genèse de ce mouvement-là? Bien, Mère au front, en fait, c'est né d'un sentiment de profonde impuissance, là, à un moment donné où, justement, mes enfants lisent les gros titres des journaux. C'est alarmant, c'est terrifiant. Puis j'avais l'impression, moi, avec mes livres puis mes films, que c'était clairement pas assez. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'éco-sociologue Laure Varidel, mais c'est elle que j'ai appelée en lui disant il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une politicienne, ni une militante de service. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, j'avais envie qu'on se regroupe juste avec la nécessité urgente de protéger nos enfants. Puis je me disais, ça devrait suffire, tu sais. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les mères sont associées à celles qui bercent, celles qui consolent, celles qui restent dans la maison pour prendre soin. Mais dans l'histoire des révolutions, quand les mères sont sorties dans la rue, c'est qu'on était vraiment rendu très, très proche du mur. Parce que quand les mères sortent, c'est que protéger dans la maison, ça suffit plus. Il faut aller gueuler dehors. Dans Mère au front, on dit « Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre ». Puis c'est vraiment la force du pouvoir maternel, mais accompagné des pères, accompagné des jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants aussi, qui sont dans la même impasse. Ce que ça a créé, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réappropriées le droit d'être là puis de se prononcer. Parce que beaucoup ne se sentaient pas outillés, puis moi, je ne me sentais pas assez outillée non plus. Ça a fait qu'on a, en se disant qu'attends, on est légitime, on a le droit de dire qu'on a la chienne parce qu'on a fait des petits ou parce qu'on aime les enfants, parce qu'on est la nièce ou parce qu'on a aussi tous une mère. On a le droit d'aller dire qu'on n'est plus capable de protéger ou d'assurer la sécurité de nos enfants tout seul. On a besoin que le gouvernement mette ses culottes puis qu'il nous aide à assurer cette protection-là, tu sais. Donc, parce que souvent, on entend « Oui, mais moi, je ne suis pas parfaite, je ne fais pas tout, Tanani, je ne fais pas tous les gestes nécessaires, donc je ne me sens pas légitime d'aller... » Attends, il n'y a personne ici qui est parfait. C'est parfait, les gestes individuels, c'est bien, c'est des efforts qu'il faut faire, mais ça ne suffit pas. Il faut exiger des politiques qui aient plus d'audace puis qui soient à la hauteur de la catastrophe climatique actuelle. Ça a fait qu'il y a des mères qui sont sorties chez elles pour la première fois parce qu'elles se disent « OK, bien moi, s'il y a une chose que je sais, c'est que j'ai peur pour mes enfants, puis ça suffit à me faire sortir dans la rue. » Puis il y a plein d'autres choses à dire autour de ça, mais ça me donne le droit d'aller dire « OK, wow, stop, un instant, là. Assumez votre responsabilité puis votre pouvoir, puis prenez des décisions à la hauteur de ce qui se passe. » Donc, il y a eu des rencontres avec des députés, il y a eu beaucoup d'actions très concrètes qui sont nées de ce groupe-là, en fait.
Ben, par exemple, vos vigies, hein? Est-ce que tu peux nous parler de ces actions concrètes-là, justement? Tu sais, comment on milite aujourd'hui? Bien, en fait, Qu'est-ce qu'on ce qui fait? est intéressant dans le mouvement, c'est qu'il y a des actions très concrètes, justement, comme des rencontres avec des politiciens ou des députés par des groupes de maires, mais il y a aussi un volet poétique et artistique. Donc, il y a eu des veillées lumineuses où pendant toute une nuit, on va tenir silence avec une bougie, plusieurs, des fois devant l'Assemblée ou devant le gouvernement, la maison de François Legault ou au Parlement. Donc, c'est la posture du silence. On est tout en noir avec le cœur vert. Puis la posture du silence, les maires qui veillent, les maires qui watchent, tu ne pourras pas faire n'importe quoi. Ça, c'est un peu... c'est un événement qui s'est reproduit plusieurs fois. Puis là, ce dimanche, pour la fête des maires, le 8 mai, parce que le mouvement, il y a des milliers de maires de partout, là, au Québec, mais il y a un groupe qui est parti en Belgique aussi, puis il y en a au Canada anglais aussi. Bref, on se regroupe à Québec le 8 mai avec du monde de partout. Tu sais, je parle au nom des maires au front, mais il n'y aura pas que des maires. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Il y a une délégation de jeunes aussi qui vont prendre la parole parce qu'ils sont inquiets puis qui ne sont pas sûrs de vouloir faire des enfants dans le monde qui s'en vient. Pour brasser un peu les puces, là, ben plus que les puces, là, mais pour brasser un peu le gouvernement actuel. Là. Mm-hmm. Donc, on voit que l'art conduit à un militantisme très clair, en tout cas dans ton cas, tu sais. Puis on le sent, je pense, dans ton parcours également, parce que tu as aussi parrainé une famille de réfugiés syriens. Plus tôt dans ta vie, tu as été, on l'est pour la vie, là, mais tu as commencé à être grande sœur d'une jeune fille dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, il y a toujours eu des gestes vraiment concrets de ta part. Et là, c'est intéressant de voir que ceux-ci, tu les commets pas seul. Hein? Il y a comme une gradation où là, vraiment, on est en fait nombreuses dans ce même mouvement, dans ces mêmes... J'allais te demander, en fait, si ça épuise, en fait, de porter toutes ces causes, mais je te sens quand même farouchement convaincue et prête à défendre tout le monde, prête à watcher, en tout cas, les gouvernements, certainement. Oui. Ben là, puis je dis pas que c'est pas fatigant, là, tous les chapeaux, effectivement. Mettons, là, je viens de finir mon dernier film, puis je suis pas mal comme en bout de course. Là, je pense que j'aurais besoin de vacances. Mais par rapport à ça, si je faisais rien, par rapport à ce qui se passe, au manque de courage politique, c'est vraiment ça que... Tu sais, il manque d'audace, on dirait. Les gouvernements ne sont pas à l'affût de ce qui se passe et surtout, ils ont les solutions en main. Les solutions existent, puis ils ne les appliquent pas. Fait que c'est choquant. Hein. Fait que ça, de ne rien faire, je pense que ça me fatiguerait plus que de faire quelque chose. Il y a quelque chose de très énergisant dans le fait de se soulever puis d'être plusieurs, puis d'utiliser ce pouvoir-là pour se faire entendre, en fait. Et évidemment de partager tout ça avec une audience à laquelle on va d'ailleurs céder la parole, puisqu'on est sur cet élan, effectivement, et qu'on a couvert quand même une certaine partie de cette prolifique carrière créatrice. C'est maintenant à votre tour de poser des questions, si vous en avez. Le micro est là, il faut absolument les poser au micro, car nous sommes filmés et enregistrés, on me l'a rappelé. Donc voilà, je vous invite maintenant à poser des questions à Anaïs. Alors, je brise la glace. J'aime bien la dernière portion de l'échange, Julia et Anaïs. Et j'ai un nom qui pop dans ma tête, Françoise David. Mm-hmm. Françoise David, grande militante, qui un jour dit, tant qu'à faire quelque chose pour créer le changement, je m'engage en politique. Je vais investir un parti, je vais me rendre à l'Assemblée. Anaïs, tu es dans le pourtour. Est-ce qu'on peut penser un jour que tu franchiras le pas? C'était posé avec tellement de solennité. Vous pourriez en faire, je pense, vous, en tout cas. C'est drôle, Françoise David, parce que la marche du 8, donc de dimanche, s'appelle du pain et des forêts en l'honneur de la grande marche que François David avait initiée avec plusieurs autres qui s'appelait du pain et des roses en 1995 pour demander davantage d'équité sociale notamment. Puis elle va être là le 8 mai d'ailleurs avec nous pour prendre la parole et pour marcher et pour être en colère ensemble. Mais enfin, on m'a déjà ouvert ces portes-là
de la politique. Puis, franchement, j'ai l'impression que actuellement, je suis plus utile en dehors de l'arène politique que dans ces rangs, surtout à voir la façon dont ça se passe. Ça a l'air malheureusement d'être plus un éteignoir que quelque chose de très vivifiant, là. J'ai beaucoup admiré la façon dont Catherine Dorion aura survécu à son passage à l'Assemblée en restant fervente et audacieuse et poétesse malgré tout. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai encore plus de choses à dire, à remuer en faisant des films puis en écrivant des livres qu'en allant faire de la politique autrement. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il peut y avoir des gestes politiques dans ce que je fais qui peuvent participer à faire avancer des causes qui me tiennent profondément à cœur. C'est ça. Peut-être, mais j'exclus pas. J'ai beaucoup d'admiration pour les politiciens. Là. Je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de courage, peu importe le parti d'ailleurs, là, pour décider de faire de la politique. Mais moi, je vais mettre mon courage ailleurs pour l'instant. Ça prendrait presque une petite musique pour accompagner. Dans le fond, moi, je disais, dans le monde dans lequel on est, plus on s'informe, plus on découvre des injustices, plus on a tendance à se mettre en colère, mais aussi d'un autre côté, on a tendance à trouver un peu de désespoir un peu partout. Là. Mm-hmm. Puis je vous entends parler, puis vous en avez vécu, puis vous en voyez de ça, mais vous gardez quand même un espoir, puis vous gardez quand même un optimisme assez important. Et dans le fond, moi, ma question, c'est comment vous décidez... C'est quoi les batailles que vous choisissez? Parce qu'on ne peut pas toutes les prendre non plus. C'est quoi les batailles que vous choisissez? Puis comment vous gardez votre espoir et votre optimisme? C'est tellement une bonne question. Ben, j'ai l'impression que... Oui, assieds-toi, je te vois chercher une place pour t'asseoir. J'y touche, là, à la tristesse, au désespoir, moins. Je pense que je suis bien fabriquée. Merci, papa, merci, maman. Mais je pense un des premiers élans auxquels je m'emploie ardemment, avant n'importe quelle mission, c'est de prendre soin de la joie, de prendre soin de ma joie, donc, évidemment, ça fait que je prends soin de celle de mes enfants quand je m'occupe de la mienne. Je pense que c'est une des premières façons de résister, c'est de cultiver la joie. Puis je pense que quand on cultive la joie, on rend honneur à toutes les blessures, les misères, les injustices qu'on a côtoyées puis qui nous ont fait mal. Puis je veux pas en faire comme une obligation au bonheur parce que ça marche pas de même, mais d'essayer de prendre soin de tout ce qui peut générer de la joie, même si elle est passagère, là, de la célébrer, de pogner ça, puis de dire « OK, ça c'est beau », puis je le prends, puis je le célèbre, puis je le garoche sur mes enfants aussi, parce que c'est de la bonne nourriture, puis je le sais qu'il y a beaucoup de choses qui écorchent dans notre monde, puis effectivement, j'en ai côtoyé de près, on en côtoie tous de près, mais je trouve que la première réponse pour faire une genre de révérence à ceux que j'ai vus souffrir ou mourir, ou qui n'avaient pas une voix pour gueuler, c'est d'être joyeuse, c'est d'essayer d'être heureuse, puis d'essayer de rendre autour de moi le plus possible dans mon pouvoir humble de partager cette joie-là avec ceux qui m'entourent. Puis par rapport à comment on choisit ses batailles, je pense que c'est un bon point aussi, là. Je pense qu'il faut les choisir. Je pense qu'on doit les choisir parce que sinon, notre qualité de présence va s'effriter puis on ne peut pas malheureusement être sur tous les fronts. Ça, je l'ai appris. Là, je continue de l'apprendre. En fait, je trouve ça difficile des fois là, de choisir, tu sais. Mais je pense que pour ne pas s'user aussi, c'est bien d'embrasser une cause complètement, d'être totalement présente à cette injustice-là. Puis justement, pour garder de la place pour la joie, qui va nourrir après ces batailles-là, tu sais. Mais je pense que, tu sais, puis pour la même raison, on parlait de la lumière
je continue de nous trouver très, très, très beaux et très émouvants comme espèce, les humains, là, tu sais. Je pense que on est aussi vraiment magnifiques, tu sais. Puis il y a beaucoup de très belles choses qu'on oublie de célébrer ou de regarder. Puis je pense qu'il faut aussi être indulgent dans le regard qu'on pose sur nous. Puis je pense que ça va juste nous rendre plus forts pour les combats qu'il y aura à mener, tu sais. On est plusieurs à être tannés de certaines absurdités, tu sais. Puis je pense que c'est dommage des fois, puis j'y touche moi aussi, là, tu sais, à cette impuissance-là, puis de se dire, mais donc, à quoi bon, tu sais, mais il y a eu de l'obscurité dans toutes les périodes de l'histoire, on le sait, là. Fait que je pense que vraiment, là, c'est ça. Préserver sa lumière, préserver la lumière autour de nous, juste pour pouvoir mieux se battre, là. J'ai l'impression d'être une preacher. Mais ça, c'est une super bonne question, là. J'y pense souvent, là. Moi, ma question venait pas mal chez plusieurs points intéressants, mais vous avez plusieurs combats que vous menez, vous avez plusieurs batailles. Il y en a beaucoup. Moi, je me demandais sur planète Terre, que d'après vous, c'est laquelle la plus importante? Puis si c'est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les gens normaux, tout le monde, du monde, on peut faire pour justement changer les choses? C'est des grandes questions. Mon Dieu, je me sens tellement responsable. Mais c'est des questions essentielles, tu sais. Puis... attends, je vais essayer de bien répondre. Je pense pas, tu sais, qu'il y ait une bataille valable, tu sais, que je pourrais, moi, te pointer parce que je te connais pas, tu sais. Mais je pense que, par contre, là, je pense que ce serait dommage de traverser une vie sans décider de se batailler ou de lutter pour quelque chose qui nous tient à cœur. Puis ça, chacun est le seul à savoir qu'est-ce qui me révolte, tu sais, profondément. Parce que c'est ce qui est ancré profondément en vous que vous allez porter de façon la plus vraie, puis la plus virulente, puis la plus vivante, tu sais. Puis je pense que c'est à ça qu'il faut s'adresser, tu sais. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous bouleverse? Pourquoi tu as envie de te battre? Que ce soit une force de vie, là, tu sais, pas un downer, là. Quelque chose qui te rende juste plus fort. Parce que ça, là, tirer au front en tabarnouche pour cette cause-là, ça, c'est en t'écoutant profondément, puis souvent, c'est relié peut-être à des histoires plus personnelles, tu sais. Mais, chose certaine, tu sais, j'ai l'impression que, sans qu'on se mette de pression, mais quand même, en étant dans des milieux privilégiés comme on l'est, en étant chanceux d'être éduqué, ce serait dommage de pas utiliser cette chance-là puis de ne pas l'utiliser pour se battre contre certaines injustices, puis au moins pour prendre la parole. Puis il y a plein de façons de le faire, tu sais, dans des implications plus individuelles ou dans des prises de parole ou dans des luttes plus collectives. Mais puis je peux pas quand même m'empêcher de penser sans projeter de la pression sur vos épaules, les épaules de votre génération qui en ont déjà beaucoup, mais j'ai l'impression quand même que si vous êtes attentif à ce qui se passe au niveau des décisions qui sont prises au sujet de l'environnement, puis il y en a tellement, puis c'est compliqué, puis qu'on a l'impression de toute façon on n'a aucun pouvoir, c'est pas vrai qu'on n'a aucun pouvoir. Puis là, je vais vous dire un secret. On peut-tu couper la caméra 2 secondes? Bien, déjà, merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Donc, vous avez passé du cinéma à l'écriture. Puis, c'est quand même un gros passage, là. Tu sais, ça se passait de beaucoup de gens, une équipe à toute seule. Comment vous avez trouvé ça? Puis, ce serait quoi vos conseils pour des jeunes écrivains, écrivaines? En fait, j'ai la chance de pouvoir alterner d'un médium à l'autre, puis ça me sauve la peau, pour vrai, parce que le cinéma, c'est difficile. C'est lourd, il y a beaucoup de monde, c'est plus d'argent, il y a beaucoup de contraintes. J'adore ça, mais c'est un médium beaucoup plus essoufflant. À la fois vraiment excitant, là, tu sais, tourner un film, c'est incroyable, j'adore ça.
Mais la pression est quand même beaucoup plus grande. Puis quand je peux trouver ce refuge-là là, d'écriture, d'être seule avec mes mots, ben seule avec les éditeurs qui sont des perles, c'est vraiment comme... Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir cette zone de repli-là. C'est vraiment comme ça que je le vois, tu sais. C'est doux pour moi à écrire, même si ce que j'écris n'est pas toujours doux. Il y a vraiment un plaisir de reconnecter avec ma langue, avec le plaisir de trouver les bons mots, de me reploguer. C'est presque physique, ma posture d'écriture. La posture littéraire, j'ai l'impression que quand le canal intérieur est déblayé pour dire ce que je veux, il y a vraiment quelque chose de libérateur qui se passe. Là. Fait qu'en termes de conseils, c'est d'abord de te donner le droit, d'avoir personne par-dessus ton épaule, surtout pas toi-même qui juge ce que tu écris. Puis de te brancher à ce que tu as peut-être de plus fragile, de plus personnel, de plus intime, parce que des fois, c'est vraiment là que se passe ce qui te rend singulière, ce qui va être ta seule et unique voix, ce qui va faire que ce qui va émerger peut juste t'appartenir à toi. Je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui me touche le plus quand je lis les autres, c'est de voir à quel point personne d'autre aurait pu écrire ça que cette plume-là. Puis c'est pas dans la perfection, c'est dans la singularité, que ça se passe. Fait que de te brancher à ça, à ce qui t'appartient à toi, puis souvent c'est ce qui est le plus fragilisant, mais c'est correct, Puis de pas essayer d'être parfaite, mais juste d'être vraie, je pense. Merci aux trois autres qui sont passés avant moi, en plus de mon collègue Jacques. Merci à Adam et à Conser, dont je suis très fier. Belle question. La mienne va être presque plate, finalement, parce que comme j'enseigne la littérature québécoise, on a commencé par une grande question, c'est qu'est-ce qu'être québécois? Et j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que tu parlais tantôt de la redécouverte du territoire. Tu as beaucoup, évidemment, passé par d'autres territoires, là, ne serait-ce qu'Honduras, Palestine et compagnie. J'ai envie de te demander, c'est quoi être québécois tout court, mais c'est quoi être québécois pour toi? Comment tu es québécoise ou qu'est-ce qu'être... Voilà. Je pense que c'est un peu grande question aussi, mais peut-être un peu plus prosaïque, là. C'est effectivement une grande question. J'ai eu la chance de beaucoup voyager depuis toute petite, puis j'ai l'impression que plus je voyageais, plus je vivais un peu ailleurs, plus je rencontrais les autres, plus je devenais québécoise, dans le sens où plus je m'enracinais, plus ça participait à me définir. Puis j'ai un père français, donc j'ai un père qui est né en France, qui a immigré ici quand ma mère était enceinte de moi, donc... j'ai l'impression de venir de ces deux territoires-là, la France et le Québec, mais quand je voyageais ou quand je continue de voyager puis que je pense à mon pays, c'est Femmes Forêt, mon pays, c'est vraiment je pense qu'on choisit ce qui nous... Je pense qu'on choisit, on élit nos racines, on est un peu libre de décider qu'est-ce qui nous raconte, puis ça n'a pas besoin d'être juste un endroit, je pense. Je pense que c'est généré par l'émotion que nous procure un territoire. C'est souvent généré par les gens qui composent un territoire aussi, qui nous définit, qui font que je peux dire que mon identité est québécoise parce que oui, je suis née ici, mais ça ne suffirait pas pour moi comme réponse. Mon identité est québécoise parce que... j'ai appris à connaître ce territoire-là, parce que j'ai vécu des choses sur ce territoire-là, parce que la majeure partie des gens que j'aime profondément composent ce territoire-là. Puis parce que j'ai envie de construire d'autres histoires sur ce territoire-là qui m'inspirent. Je pense que c'est ça qui fait de moi une Québécoise. Je pense que c'est un terme qui est à imaginer tout ouvert plutôt que tout fermé. Mais c'est très abstrait là, comme réponse. Faudrait que j'écrive un livre là-dessus, je pense, pour y penser plus profondément.
Bonjour. Dans ta formation, qu'est-ce que tu dirais, puis on peut le prendre dans le sens très, très large, études et ou expérience, mais qu'est-ce qui a été le plus marquant en termes de rencontres, d'événements, de... Puis là, dans Femme Forêt, il a l'air d'avoir une redécouverte du territoire, tout ça. Fait que, tu sais, peu importe l'âge, mais dans ce qui t'a formé, toi, tu dirais, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Les voyages, certainement. D'être rapidement confronté à des réalités qui dépassaient la mienne, qui bouleversaient d'ailleurs certaines conceptions préétablies, là, de ce que doit être une femme ou de ce que, de ce que doit être même des concepts comme la liberté. Donc, les voyages, je sais que ont participé à me construire, certainement. Puis la lecture, je sais que j'ai eu une prof au secondaire, qui n'est pas tout de suite dans les profs que tu aimes, là, a priori. Elle était très sévère, elle n'était pas particulièrement gentille. Madame Tesson, bonjour. Mais austère, là, même, je dirais. On s'est déjà reparlé, fait que ça va être beau, même si jamais elle m'entend. Puis, avec du recul, je me rends compte que ce qui a fait la différence, c'est que elle nous estimait beaucoup. Elle estimait ses jeunes lecteurs, puis elle nous soumettait des œuvres qui, a priori, on disait « Eh, mon Dieu, ça va être difficile ». Puis je m'en rappelle encore. Je me rappelle encore, mettons, de La condition humaine d'André Malraux, j'ai l'impression d'avoir voyagé dans cette œuvre-là. J'ai l'impression je suis tombée en amour avec Chen. Genre, je pense que c'est mon premier gros kick, Chen. Puis, tu sais, il est dans une œuvre littéraire. Puis, je voulais être aimée. Puis, c'était mon premier modèle. Puis là, c'est cette prof qui m'a fait rencontrer cette œuvre-là, puis je nomme celle-là, cette œuvre, mais il y en avait beaucoup d'autres que j'aurais pas lues naturellement, même si j'aimais lire. Puis elle avait ce don de nous amener dans des zones, de nous faire rencontrer des auteurs, puis des ouvrages que peut-être j'aurais pas côtoyés ou qui pouvaient me sembler a priori intimidants, tu sais. Elle les rendait presque cinématographiques. Fait que c'était une super bonne prof sous ses airs de prof très sévère. Elle m'a fait aimer lire, en fait. Fait que je lui dois beaucoup. Puis elle m'a aidé à construire une certaine façon de réfléchir, je pense. Ça fait partie des belles rencontres importantes. Puis tu sais, qu'on ne soupçonne pas quand on l'a fait tout de suite. Puis évidemment, je pense, tu sais, quand même, pour leur rendre ce qui leur revient, mes parents, tu sais, qui m'ont comme pas appris la peur, ça a été bien précieux. J'ai l'impression, ils m'ont quand même envoyé vers ce qui pouvait me déstabiliser rapidement, ce qui pouvait être confrontant. Puis j'ai comme appris toute seule à dealer avec ces états d'instabilité émotionnelle ou de confrontation ou d'être ébranlée, de sortir de mes zones de confort. Puis c'est sûr que je me suis construite par-dessus ça aussi. Donc, ouais. Merci énormément de ta visite au Collège Édouard-Montpetit. Merci à vous aussi d'être venu écouter Anaïs. Je propose qu'on l'applaudisse, bien entendu. Merci.